Monsieur le doyen de la faculté de sciences sociales, administratives et politiques, Monsieur le directeur général de RTNC, Monsieur le conférencier, Monsieur les professeurs et chers collègues, camarades étudiants, nous voici dans la suite d'une série de conférences inaugurées par notre faculté. Aujourd'hui, c'est encore une fois le département de SPA qui est en honneur. Sans plus tarder, je vais passer d'abord la parole au doyen de la faculté pour le mot de bienvenue. Messieurs le DG, messieurs les conférenciers, messieurs les professeurs, il y a un représentant du ministère de l'Intérieur, les camarades étudiants, camarades étudiantes. Nous voici réunis ici pour la 5e session de nos conférences universitaires. Et la conférence d'aujourd'hui revêt une importance capitale. Et elle s'intitule « Terrorisme en République démocratique du Congo, mythe ou réalité ?» Vous avez entendu parler du terrorisme de la bouche de nos dirigeants. Là, vous avez en face de vous des spécialistes en la matière qui vont vous dire, qui vont fixer les paradigmes, qui vont fixer les concepts, et avec les doctrines et les théories qui en découlent. Parce que vous êtes des hommes de science. Il ne faut pas qu'on vienne vous parler. Un étudiant, vous avez une altercation avec votre copain, on vous traite de terroriste. Ce n'est pas ça. On va vous livrer une définition scientifique de ce qu'il faut entendre par terrorisme. On va descendre avec vous sur le terrain de la pratique du terrorisme en République démocratique du Congo, établir si c'est une réalité ou c'est un mythe. Monsieur le modérateur, j'ai déclaré ouverte nos discussions autour du thème retenu pour ce jour. Merci, monsieur le doyen, pour nous avoir déjà introduit dans notre thématique intitulée « Terrorisme en RDC, mythe ou réalité ». Comme vous le savez, comme le doyen l'a dit, tous nous l'apprenons, terrorisme en RDC. Dans les temps, c'était d'abord aux États-Unis avec le 11 septembre, et puis c'est Ben Laden, et puis aujourd'hui, le bruit court de plus en plus chez nous, que la guerre de l'Est est aussi mêlée à ça. Ce matin, nous avons des théoriciens, des doctrinaires, mais aussi des praticiens qui vont nous apaiser sur la question. Nous allons commencer ces échanges avec le professeur Kamanda. Le professeur Kamanda, pour les habitués de SPA, ils le connaissent. Il est docteur en sciences politiques administratives. Il est diplômé d'études supérieures dans cette même filière. Il a un master en sécurité internationale. Actuellement, c'est le secrétaire du département chargé de l'enseignement. Le professeur Kamanda est auteur d'un certain nombre d'ouvrages et d'articles. Il est professeur essentiellement, non seulement en SPA, mais aussi en relations internationales. Vous comprenez tout de suite que c'est un doctrinaire qui va nous apaisantir sur la théorie
en rapport avec le terrorisme. Professeur Kamanda, vous avez juste au plus 15 minutes. Il m'a été demandé de parler du terrorisme en RDC, mythe ou réalité, mais plus précisément, j'ai choisi de parler du 11 septembre 2001 et son impact sur le terrorisme international. Pourquoi? C'est parce que pour certaines personnes, la notion du terrorisme ou ce concept est né à partir de 2001 avec les attentats aux États-Unis. Mais en réalité, le terrorisme existe toujours. Il a toujours été associé à de différentes guerres et à de différentes périodes. Mais ce qui est nouveau avec les événements du 11 septembre, c'est que de plus en plus, le terrorisme est au centre de l'agenda des études de sécurité internationale. Depuis un certain moment, et avec la fin de la guerre froide, on a donc estimé que la menace contre la sécurité des États ne proviendrait plus, comme disaient les réalistes, avec Mohamed Ayoud et les autres, de l'attaque d'un autre État, mais que précisément, les menaces pouvaient provenir de l'intérieur. Et avec le 11 septembre 2001, on a vu que l'hyperpuissance, qui était devenue quasiment la puissance unique, après le démantèlement du RSS, était en réalité un État quelque part un peu faible. Et donc ces événements ont été suivis de l'intervention américaine en Afghanistan et en Irak. Ces interventions ont fait naître ou ont fait relever un mouvement d'insurrection associant à la fois les forces d'Al-Qaïda et les milices locales pour combattre les Américains et leurs alliés. Les guerres donc d'Afghanistan et en Irak représentent en réalité une association entre l'insurrection traditionnelle contre l'occupant ainsi que la technique d'Al-Qaïda qu'on a appelée le New Terrorisme. Mon intervention donc va tourner autour de 4 points, à savoir 1. C'est quoi finalement le terrorisme? Comme l'a dit les doyens et le prof Mwamba, tout le monde parle du terrorisme. Les colons aussi sont des terroristes, semble-t-il. Mais c'est quoi en réalité le terrorisme sur le plan scientifique? Deuxièmement, nous donnerons les causes du terrorisme. Et en troisième lieu, nous parlerons de la notion de l'insurrection. Parce que de plus en plus on constate qu'il y a de l'amalgame qui est fait entre les mouvements insurrectionnels et ce qu'on peut appeler le terrorisme. Quatrièmement, nous dirons un mot, comment combattre un mouvement insurrectionnel. Et enfin, nous dirons quel est le lien qu'on peut établir entre insurrection et terrorisme. Premier point donc, et c'est le point le plus important, c'est quoi le terrorisme? Immédiatement, je vais vous dire qu'un des problèmes majeurs dans l'étude du terrorisme, c'est justement le manque d'une définition claire. Le fait que scientifiques, journalistes, commentateurs, nous ne soyons pas à mesure de définir clairement ce qu'on entend par terrorisme permet à chacun de nous de raconter ce qu'il veut raconter. Tout en reconnaissant que le terrorisme a une longue histoire, mais les efforts formels de définir le terrorisme sont récents. La première tentative, c'est en 1937, sous l'autorité de la Ligue des Nations. Elle a tenté de définir le terrorisme comme suit: les actes criminels dirigés contre l'État dans l'intention de créer un état de terreur, de psychose générale ou particulière. Je réponds, pour la Ligue des Nations en 1937, on entend par terrorisme un ensemble d'actes criminels dirigés contre un État dans l'intention de créer un état de terreur ou de psychose particulière ou générale. Je dois immédiatement vous dire que cette définition n'a pas été ratifiée par les États. Pour ceux qui font un peu les relations internationales et qui ont analysé le fonctionnement de la Société des Nations, ils savent très bien que cet ancêtre de l'ONU a eu du mal à fonctionner à cause de plusieurs raisons. Et donc,
cette définition n'avait pas été retenue et n'avait jamais été ratifiée. Entre-temps, plusieurs auteurs et commentateurs ont défini chacun dans son sens ce qu'il entendait par terrorisme, mais c'est jusqu'en 2002, vous comprendrez que c'est immédiatement après les attentats du 11 septembre, que le département d'État américain, va définir le terrorisme comme étant un acte prémédité, motivé politiquement, recourant à la violence contre les populations civiles par des sous-groupes ou des agents clandestins en fin d'influencer une audience. Je réponds, pour le département américain en 2002, et terrorisme, un acte prémédité, motivé politiquement, recourant à la violence contre les populations civiles par des sous-groupes ou des agents clandestins afin d'influencer une audience. Si nous analysons cette définition, elle soulève trois problèmes majeurs. Le premier problème, c'est que le département d'État américain considère le terrorisme comme une action motivée politiquement. Cette façon de voir les choses est discutable, car lorsque nous parlerons des causes du terrorisme, nous dirons que le terrorisme a plusieurs causes. Ça peut être politique, économique, religieuse ou j'en passe. Et donc réduire le terrorisme et l'associer à une motivation politique est discutable. Le deuxième élément discutable, c'est de considérer que le terrorisme, c'est s'attaquer aux populations civiles. Mais si, plus loin dans l'analyse, nous considérons que le terrorisme est une forme de guerre asymétrique, dans une guerre asymétrique, il est difficile de faire un distinguo entre les forces combattantes et la population civile. Car un des objectifs majeurs du terrorisme, c'est justement de faire de la publicité. Et avec Al-Qaïda, il a été démontré, contrairement au terrorisme traditionnel, que le nombre de morts qu'ils peuvent obtenir dans une action terroriste est plus important dans leur cible. Et donc, le deuxième élément de la définition du département d'État est aussi discutable. Le troisième élément de la définition donnée par le département d'État américain qui poserait un problème serait que pour le département d'État américain, ce sont les sous-groupes ou les groupes clandestins qui recourent au terrorisme pour essayer de s'attaquer aux populations civiles. Mais là encore, il y a un problème. Parce que si on se réfère à cette définition, on considère justement que le département d'État américain exclut la possibilité à certains États de recourir au terrorisme. Or, les records historiques démontrent clairement que dans l'histoire, beaucoup d'États ont été associés au terrorisme. Pour ceux qui ont fait un peu des études sur la Révolution française, ils se rappelleront qu'avec Maximilien de Robespierre, qui dirigeait les tribunaux insurrectionnels à Paris, la France a dû recourir aux actes terroristes contre les insurgés. Dans les années 30, le terrorisme a été associé au régime autoritaire, notamment à l'Allemagne nazie, et aussi au régime stalinien en URSS. Dans l'histoire récente, le terrorisme a été associé à certaines dictatures, comme au Cambodge avec les Khmers rouges, et aussi sous le régime de Saddam Hussein. Donc, vous comprendrez que la définition donnée par les départements d'État américains pose justement des problèmes, et donc nous ne sommes pas à mesure de la retenir. Une autre difficulté, lorsqu'on étudie le terrorisme, c'est le rôle que joue la presse. Nous avons ici à côté le DG de la RTNC et notre ami journaliste qui parleront. La presse n'est généralement pas objective. Elle n'est pas neutre.
elle fait la propagande d'une idéologie. Vous verrez par exemple que si un Palestinien assassine un Israélien, il est absolument considéré comme un terroriste dans la presse occidentale. Mais les retours sur les avions israéliens bombardés des hôpitaux en Palestine et à leur tour ne sont pas considérés comme des terroristes. Donc, tous ces éléments compliquent la manière dont nous devons définir le terrorisme. Il y a donc lieu d'affirmer, sans avoir peur, que le concept ou le terme terrorisme est péjoratif. Les exemples ici haut énumérés mettent en exergue la subjectivité dans l'application du terme terrorisme. Ainsi, trouver une définition parfaite du terrorisme est difficile, sinon impossible. Nonobstant la difficulté avec laquelle on n'arrive pas à définir le terrorisme, on peut cependant noter que le terrorisme est un phénomène social et politique ayant des caractéristiques distinctes, capturables, mais imperfectibles pour en trouver une définition cohérente. Voilà donc ce que je pouvais dire brièvement en ce qui concerne la définition du terrorisme. Mais nous allons dans le deuxième point tenter d'analyser les causes du terrorisme. Peut-être qu'elles vont nous aider à essayer de parfaire notre définition. Il existe donc plusieurs causes du terrorisme, mais qu'on regroupe de manière générale en 5. La première cause, elle est stratégique. On estime que un des objectifs poursuivis par les terroristes, c'est la publicité. Ils posent un acte pour que les gens reconnaissent qu'ils existent et qu'ils reconnaissent leur notoriété. Et donc tout acte dans le terrorisme moderne qui est posé, cet objectif-là est poursuivi. La deuxième cause, elle est idéologique. C'est-à-dire quoi? C'est que le terrorisme a toujours été associé, depuis toujours, avec certaines idéologies. Mais ce qui est nouveau avec les 11 septembre et les attentats des États-Unis, que de plus en plus, on associe le terrorisme à l'islamisme radical. Je ne vais pas en dire non, je crois que Idriss qui est dans la salle pourra nous dire un certain nombre d'éléments à ce sujet parce que sa thématique va porter justement sur le terrorisme islamique, s'il est dans nos murs ou pas. La troisième cause du terrorisme, c'est la pauvreté ou l'économie. Si Ben Laden et son équipe avaient décidé d'attaquer les World Trade Center, ce n'était pas au hasard. C'est parce que les détours représentaient justement le paroxysme du capitalisme international. Et donc, les chercheurs estiment que lorsque vous avez dans un pays des jeunes gens qui ont éduqués, mais qui vivent dans la pauvreté, qui n'ont rien à faire, ils finissent par se radicaliser. Et quand ils se radicalisent, ils deviennent entre guillemets ce qu'on appelle des terroristes. Donc la pauvreté nourrit les terroristes. La quatrième cause, elle est politique, c'est-à-dire la nature du régime politique. J'ai donné quelques exemples déjà, avec des régimes autoritaires qui ont été associés au développement du terrorisme. Et donc, depuis le 11 septembre 2001, George Bush a aussi estimé, dans sa guerre en Irak et en Afghanistan, qu'il fallait démocratiser les régimes. Parce qu'il estimait que si nous avons des régimes autoritaires qui n'obéissent pas à un ensemble de lois, qui ne respectent pas leur population, eh bien, on peut assister à des scènes de terrorisme. Et enfin, la dernière cause, elle est psychologique. Le terrorisme ou les terroristes visent à terroriser la population. Elle mène une guerre psychologique. Et quand vous êtes psychologiquement bouleversé, la première réaction pourrait être de quitter le territoire qui est contesté. À ce moment-là, ils peuvent s'approprier du territoire pour atteindre leurs objectifs. Voilà donc en résumé
les 5 causes, il y en a tant, mais on les regroupe, qui peuvent constituer les mobiles poursuivis par les terroristes. Vous noterez avec moi que les 5 causes du terrorisme si haut énumérées ne donnent pas clairement l'explication non plus du terrorisme. Car aucune simple cause ne parvient à expliquer un phénomène aussi complexe qui est le produit de l'interaction de plusieurs facteurs, tant au niveau individuel, sociétal que politique. Donc, mes chers amis, une fois de plus, en analysant les causes du terrorisme, il devient toujours difficile d'en définir avec précision. Alors j'ai estimé qu'il était important, mais si le modérateur observe, donc je vais aller vite, de parler de l'insurrection. Parce que depuis le 11 septembre, quand les forces américaines et les alliés sont arrivés à l'Irak-Kidoué, il y a eu un mouvement insurrectionnel très fort qui s'est dégagé. Mais qu'est-ce qu'on entend par l'insurrection? Parce qu'on a tendance à confondre insurrection et terrorisme. Comme dans les cas du terrorisme, il est aussi difficile de trouver un consensus sur la définition de l'insurrection. Mais de manière générale, par insurrection, il faut entendre une stratégie qui consiste à recourir à la violence par les groupes armés contre l'État ou toute autre force d'occupation afin de changer l'ordre politique existant. L'insurrection est une stratégie, je reprends, qui consiste à recourir à la violence par les groupes armés contre l'État ou toute autre force d'occupation afin de changer l'ordre politique existant. Les forces d'insurrection recourent à une forme de guerre asymétrique car ces forces sont faibles par rapport aux forces gouvernementales. Le mouvement d'insurrection, donc, est constitué de rébellions, de la guérilla et de toutes autres petites formes de guerre qui peuvent exister ici et là. Comment alors combattre une insurrection? Lorsque dans un État, on se retrouve dans une situation insurrectionnelle, sur le plan théorique, il existe principalement 2 méthodes. Mais on peut en trouver une 3e. La première façon de combattre l'insurrection, c'est ce qu'on appelle l'approche directe. Elle consiste à considérer le mouvement insurrectionnel comme dans une situation de toute autre guerre, et de les prendre au sérieux et de les poursuivre et de les combattre réellement avec des armes conventionnelles. Mais immédiatement, vous allez comprendre que les mouvements insurrectionnels qui ont été combattus en Irak et en Afghanistan, 20 ans après, les talibans sont arrivés au pouvoir. Il y a donc une deuxième approche qu'on appelle indirecte. Elle consiste à analyser sérieusement les causes de l'insurrection et d'en apporter les réponses sur le plan politique, social ou voire légal. Si on prend l'exemple du Mali, on sait par exemple qu'avant l'indépendance, la région considérée comme l'Azawad, qui est différente des populations du Sud, qui sont noirs et les autres berbères, revendiquait une large autonomie. Et que les Français n'ont pas voulu que cette autonomie-là soit accordée. Et jusqu'aujourd'hui, on voit que le Mali reste un pays très instable. Et que toutes les réponses qui sont militaires apportées au Mali conduisent aux échecs. Et donc la reconnaissance de cette autonomie de l'Azawad serait, à mon avis peut-être, une des réponses qu'on donnerait pour résoudre la problématique du Mali. La troisième approche que j'appelle hybride consisterait à combiner les deux. À la fois une réponse militaire et une réponse politique, économique ou sociale. Monsieur le modérateur, comme on n'a pas assez de temps, on reviendra peut-être dans les débats. Je m'en vais donc conclure pour dire ceci, que le terrorisme n'est pas un phénomène nouveau. Il a toujours existé. Il a toujours existé, il existera peut-être toujours. Que, à côté du terrorisme,
il existe des mouvements insurrectionnels, rébellion, guérilla et tout ce que vous voulez. Mais cependant, ce qui est nouveau avec le terrorisme moderne ou avec ces mouvements insurrectionnels modernes, c'est que les recours à la tactique terroriste deviennent dominantes. C'est-à-dire que les différentes rébellions ou guérillas pensent que pour se faire important, il faut recourir à la technique terroriste. Est-ce que cela ferait de tous ces mouvements-là des mouvements terroristes? C'est ça la grande question, monsieur le modérateur. Je crois qu'on va se débattre avec les amis qui sont là. J'ai dit et je vous remercie. Nous allons tourner vers un autre doctrinaire. Lui va nous édifier sur le financement du terrorisme. Comme vous le savez, on ne va pas faire le terrorisme sans argent. Le prof Kabadawi est docteur en droit, master 2 en sécurité intérieure, doublement avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État. Il est chef du département des relations internationales. Vous le savez, il publie toujours et quand l'occasion se présente. Professeur, vous avez la parole pour ce faire. Merci. Merci la parole. Et je m'appelle Boniface Kabanda Matanda. Donc nous avons écrit un livre qui est ici, La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en droit pénal congolais, en droit pénal comparé. Ce que j'étais heureux qu'on me donne un sous-thème de financement du terrorisme. Le terrorisme lui-même, c'est quoi? C'est un comportement qui est plus vieux que vous et moi. Et toutes les églises ont pratiqué le terrorisme, notamment l'église catholique avec la guerre sainte. Et aujourd'hui, l'islam. Donc, dans la visée des textes juridiques et des conférences internationales, on vise plus le terrorisme islamique et qu'on appelle l'islam radical. C'est ça le fond du problème. Et deuxièmement, le terrorisme englobe 3 facteurs importants. Il y a les spirituels, il y a les entrepreneurs et il y a les poseurs de bombes. Commençons par le terrorisme spirituel. Vous étiez à l'église dimanche, je pense. C'est que les imams radicaux qui évangélisent, qui incitent des populations à poser des actes terroristes. Et ces musulmans, ces imams doivent vivre, doivent avoir aussi des femmes, jusqu'à 4, 5. Ils ont des enfants, donc ils ont besoin de l'argent. Deuxièmement, il y a des investisseurs. Et comme nous sommes à Kinshasa, si vous allez en ville, vous allez trouver les magasins de Chinois, des Indiens, des Pakistanais. Et vous comprendrez que ces investisseurs qui viennent d'où? De l'Iran, de l'Irak, de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte, de l'Algérie, tout le camp qu'il y a déjà infiltré par l'islam radical. Et comme vous êtes si beau, vous pouvez recevoir $1 million pour venir faire les activités au Congo. $1 million, 2 millions. Et vous ouvrez une société que vous allez appeler pas Kabanda, mais
XY par exemple. Et vous allez commencer à acheter et à revendre. Et à la fin de l'année, vous allez établir un bilan. Et la société aura à générer par exemple 300 000 $. Et de ces 300 000, vous allez prendre par exemple 50 000, renvoyer au propriétaire d'argent. Et c'est ces 50 000 qu'il va maintenant essayer d'envoyer aux prédicateurs radicaux ou aux poseurs de bombes. C'est ça le financement du terrorisme. Et deuxièmement, il y a un deuxième financement sur la troisième catégorie du terrorisme, c'est les poseurs de bombes. Les poseurs de bombes, on le recrute généralement par les exclus sociaux. C'est-à-dire des gens qui ont un comportement criminel, qui ont déjà commis beaucoup de choses mauvaises. Et le prédicateur va leur convaincre que comme vous êtes déjà haï par la population par votre comportement, mais vous pouvez poser des actes terroristes parce que c'est une guerre. Donc pour les terroristes, ce qu'il fait, c'est de l'évangile. C'est pour aller au ciel vite. Et vous me dites, peut-être vous venez, vous êtes mariés, mais on leur dit oui, mais vous aurez au moins 4, 5 vierges. Mais comment un esprit peut-il avoir des vierges? Mais c'est le corps qui fait l'amour sexuel. Mais comment l'esprit aura à faire cela? Mais c'est un problème de la foi. Et ces gens doivent passer aux actes criminels. Mais avant de passer à l'acte criminel, parce que le terrorisme, comme le professeur Kabanda ou Kamanda l'a dit, c'est une infraction intentionnelle. C'est qui découle de la préparation. Mais si on envoyait un terroriste musulman, il quitte par exemple Afghanistan, il arrive à Kinshasa, mais il doit connaître la cible. Prenons si la cible c'est un bâtiment du gouvernement central. Vous-même vous pouvez déjà avoir l'idée de ce ministère, par exemple, affaires intérieures, affaires étrangères, bâtiments. Mais il doit connaître les bâtiments. Il doit louer d'abord une maison. Il doit sympathiser avec les voisins. Il doit manger. Il doit boire. Mais cet argent-là, il y a quelqu'un qui lui en donne. C'est ça le financement du terrorisme. Et notre financement vient par les ONG. Et vous en êtes peut-être membre. Les ONG se cotisent. Essayons de se cotiser pour venir en aide à tel groupe qui est maltraité ou qui vit dans des conditions difficiles. Mais c'est les organes centraux qui connaissent l'argent que vous cotisez. On envoie à qui? Et quand ils vont récolter l'argent, on peut envoyer à un groupe terroriste pour financer leur activité. Et c'est comme ça, quand j'ai fait sortir en 2018 cet ouvrage, les gens se moquaient de moi. Ils disaient, mais est-ce qu'au Congo il y a le terrorisme? Moi je disais oui. Mais j'avais déjà fait un mémoire en 2006 sur le terrorisme au Congo. Vous voyez, il y a des immeubles qui poussent,
nos amis des économistes vont nous dire non, il y a la reprise économique. Moi je dis non, il n'y a pas de reprise économique, mais c'est le terrorisme. C'est que c'est un facteur de blanchiment des capitaux. C'est qu'ils ont de l'argent qu'ils ne savent pas répartir chez eux par les mécanismes internationaux. Et ils s'obligent à investir dans le bâtiment. Et quand ils vont investir dans les bâtiments, il y aura des locataires. Et les locataires doivent payer les loyers par voie bancaire. Il y aura des acheteurs des appartements. Ils vont acheter par voie bancaire. Et quand l'argent est déjà dans la banque, ils vont maintenant transférer chez eux et pour financer le terrorisme. Donc ce n'est pas la reprise économique. Mais je peux encore aller un peu plus loin avec 2 minutes qui me restent ou 3 minutes. Mais comment quelqu'un peut-il construire un immeuble de 4 millions, 5 millions et lui-même n'a pas un travail connu? Revenons un peu au ministère de l'urbanisme qui donne les autorisations de bâtir. Mais les ministres signent une autorisation de bâtir, mais sans se poser la question, mais où est-ce que le monsieur aura-t-il l'argent? Mais lui se contente à recevoir juste la taxe pour autoriser. Mais les constructeurs, ils ne déposent pas un crédit bancaire. Il n'en a pas. Mais où est-ce qu'il va trouver l'argent? 5-10 millions de dollars. C'est de l'investissement des terroristes, des mouvements terroristes. C'est que la seule chose que je peux vous dire, si Ben Laden a acquis la notoriété populaire, vous savez pourquoi? Parce qu'il était un enfant d'un milliardaire. Puis, il finançait le terrorisme. Et puis, il devient lui-même aussi poseur de bombes. Et c'est comme ça qu'il a acquis les 2 aspects du terrorisme. Parce que les financiers, ce sont des hommes intelligents. Ce sont des hommes d'affaires. Ce sont les politiques. Ce sont les scientifiques. Parce que dans le terrorisme, on ne sait même pas celui qui est à ma gauche et à ma droite, s'il peut l'être ou non, mais tout le monde peut les devenir, même vous-même là. Mais il faut savoir comment marcher. Comment vous devez marcher. Et comme vous allez terminer, il n'y a pas de travail. On va vous évangéliser pour être avec eux. Parce que vous aurez un petit financement. C'est le financement qui a été légiféré par la loi de 2004 au Congo. C'est la loi de 2004 qui prévoit la lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. C'est que même les organisations terroristes font aussi la drogue, commercialisent aussi la drogue. Ils enlèvent aussi les gens. C'est une manière d'avoir l'argent pour pouvoir financer le terrorisme. Et pour le reste, monsieur le modérateur, nous aurons le temps de questions et autres. Nous sommes à votre disposition. Je vous en remercie. Merci, professeur Kabanda, pour ces éléments qui complètent l'exposé du professeur Kabanda sur le plan doctrinaire. Maintenant, nous allons essayer d'atterrir dans les faits. Nous allons passer la parole aux 2 intervenants qui suivent, qui sont sur terrain.
pour nous donner leur expérience. Il s'agit d'abord de monsieur qui est à mes côtés ici, monsieur Nikes Kibelebel Oka, qui est journaliste d'investigation et écrivain. D'ailleurs, j'ai là deux de ses derniers ouvrages qu'il a écrits sur le terrorisme, qu'il est en train de vivre sur le terrain. Monsieur Niquet s'intéresse aussi aux questions de défense et de sécurité dans la région des Grands Lacs. Il est aussi prix africain 2009 de la liberté de la presse, décerné par la CNN, la chaîne américaine. M. Niquet s'est aussi proclamé parmi les 100 héros de l'information au monde par Reporters sans frontières. Et puis, il est bénéficiaire du prix Abraham pour la conservation de la nature depuis 2006. Monsieur Niquet, vous avez 15 minutes, c'est peu mince, bien sélectionné, pour nous parler du terrain. Merci beaucoup de l'opportunité que vous nous offrez. Nous en sommes reconnaissants et fiers. Mon exposé aura deux parties, une partie théorique rapide et puis une deuxième partie de 5 minutes qui sera la projection. Nous partons de l'année 1990. Cette année a marqué le monde parce que d'abord il y a la fin de la guerre froide avec pratiquement le démantèlement de l'URSS, mais au même moment il y a deux phénomènes qui naissent. Le phénomène qu'on appelle le narcoterrorisme, le professeur là en a parlé, donc la drogue dans le terrorisme, et le phénomène des zones grises. On appelle zone grise, le mot est de Xavier Ofer. Dans le domaine de l'aéronautique militaire, c'est la zone, la partie qui n'est pas couverte par les radars. Une partie qui n'est pas couverte par les radars est appelée zone grise. Il se fait que dans notre pays, il y a beaucoup de parties qui ne sont pas couvertes par l'État, par l'administration de l'État. Donc notre pays a beaucoup de zones grises. Et comme nous sommes un pays magnifique et nous sommes un peuple hospitalier, nous avons ouvert les portes à pratiquement à toutes les populations, à tout le monde qui veut. Et comme nous sommes un pays sans recensement de la population, parce que vous êtes dans les sciences administratives, l'administration commence par le recensement. Donc comme nous n'avons pas de recensement, il n'y a pas d'administration. Et n'importe qui arrive, il s'installe là où il veut. Alors les voisins sont arrivés chez nous. Les premiers voisins sont venus de l'Ouganda. Et de l'Ouganda, ils sont arrivés. Ils voulaient créer leur république en Ouganda, ça n'a pas marché. Ils sont arrivés chez nous. On les a appelés les NALU, Armée de Libération de l'Ouganda. En anglais, National Army of Liberation de l'Ouganda. Les NALU sont arrivés chez nous. Comme de l'autre côté de l'Ouganda, ils sont des Konzo. Au Congo, ils sont des Nande. Ils ont été accueillis sans problème. Après les NALU, les ADF sont arrivés. Mais toujours dans les années 90, il y a un autre phénomène. La guerre de l'Afghanistan prend fin avec la défaite de l'URSS. Et cette guerre, quand elle prend fin, nous avons Oussama Bin Laden, on l'a cité ici, qui quitte l'Afghanistan, il vient s'installer au Soudan. Il passera 6 ans au Soudan plutôt, donc de 90 à 96, avec son mentor, l'Égyptien Zawahiri, et l'éminence grise du gouvernement soudanais qui s'appelait Al-Tourabi. Il finira par être chassé par les Américains. D'ailleurs, c'est grâce aux milliards qu'il avait qu'il a reconstruit l'aéroport du Soudan. Et à ce moment-là, il réunit les jeunes musulmans de la région des Grands Lacs. Toujours en 1991, en Ouganda, les tabliques qui se reconnaissent, nous définirons après les tabliques, qui sont des musulmans,
Ils disent que Museveni ne gère pas bien, il y a la corruption, et ils vont s'attaquer à la mosquée où il y aura plus de 100 morts dans la mosquée, donc des musulmans qui attaquent la mosquée. Et parmi ces musulmans-là qui seront arrêtés, vous avez un certain Jamil Moukoul. Libéré, il va s'enfuir au Soudan et il restera là-bas aux côtés de Bin Laden. En 1996, Bin Laden leur demande que chacun rentre dans son pays pour créer des Al-Qaïda. Al-Qaïda signifie camp d'entraînement aux bases. C'est ça la définition première de Al-Qaïda. Rentrez chez vous, créez des Al-Qaïda. Comme il ne pouvait pas rentrer en Ouganda, il est venu au Congo avec le phénomène qu'on a appelé ADEF. Et lorsque vous regardez bien la signification de ADEF, ADEF signifie Alliance des forces démocratiques ou forces démocratiques alliées. Mais si vous prenez AFDEL, vous le mettez en français, en anglais, vous trouvez la même signification. Donc cela signifie que ceux qui ont donné à l'AFDEL, Mouvement de libération du Congo, le nom d'AFDEL, ce sont les mêmes, dont le président Museveni, qui a donné ce nom à ADEF. Donc, sémantiquement, ADEF ne représente absolument rien. L'ADEF est arrivé chez nous, ADEF Nalu. Vous avez les Nalu, qui avaient leur idéologie de créer une république où on trouverait uniquement des Yira, c'est-à-dire des Konzo et les Nande, et vous avez ADEF qui sont des musulmans. Mais comme deux idéologies ensemble, ils ne peuvent pas se mettre d'accord, c'est comme ça qu'on dit ADEF Nalu. En 2009, le président Museveni reconnaît Irimangoma comme le roi des Yira. Donc il l'intronise en Ouganda, donc officiellement sur le papier, les Nalu retournent en Ouganda. Mais les ADEF sont restés. Ils occupent le parc de Virunga, donc dans le Rwenzori. Ils vont évoluer. Mais ils ont besoin de convertir la population. D'abord, la conversion est libre, avec des promesses de bourse, ainsi de suite. Et puis, il y a une conversion forcée parce qu'ils sont ralliés à la Somalie, au El-Shabaab. Ils doivent participer à l'effort de guerre. Et ils vont créer finalement un camp, le quartier général qu'on appelle Madina. Mais leur vrai nom n'est pas ADEF, leur vrai nom c'est Madina At-Tawed Wal Mujahideen. C'est-à-dire, on appelle MTM. Madina At-Tawed Wal Mujahideen, cela signifie littéralement les Mujahideen, c'est-à-dire les soldats de la ville sainte de Madina. Mais en profondeur, c'est le premier des 5 piliers de l'islam. Il n'y a de Dieu qu'Allah et Mahomet et son prophète. Donc l'unicité de Dieu. Ceux qu'on appelle abusivement ADEF, ils vont effectivement instituer la charia, la loi islamique, là où ils vont vivre. Ils vont commencer des punitions, ils vont appliquer ce qu'on appelle la part d'Allah, des châtiments corporels, ainsi de suite, et ils vont évoluer. Les tueries, les enlèvements, les kidnappings, les embuscades. Et lorsque l'armée commence la guerre officielle, la guerre Sokola 1, les ADEF, ils changent de stratégie. Et ils s'ouvrent à l'État islamique. Et quand ils s'ouvrent à l'État islamique, ils vont créer, ils deviennent un des pays de la province Afrique centrale de l'État islamique. ISCAP, donc Islamic State Central Africa Province. Ils se rallient à Al-Sunna du Mozambique. Al-Sunna, littéralement, c'est ceux qui suivent le prophète. Al-Sunna, c'est le groupe islamiste qui est à Cabo Delgado, au Mozambique. Et ils vont entretenir cette relation, ils vont partager l'expérience. L'État islamique va envoyer des instructeurs. Vous avez appris, d'ailleurs c'est nous qui avions donné l'information, le vendredi passé, on a arrêté un Jordanien dans la forêt de Beni. Il est venu, c'est lui qui gérait les communications, les drones, et ainsi de suite. Donc, voilà comment ce qu'on appelle abusivement ADEF a évolué. Donc, n'utilisez pas le nom ADEF parce que même eux-mêmes disent nous ne sommes pas des ADEF, nous sommes de MTM, de Madina At-Tawed Wal Mujahideen. Donc, nous sommes les gens qui appliquons l'unicité de Dieu. Notre rôle, c'est de créer l'État islamique, de créer la communauté qu'on appelle l'Oumma, c'est-à-dire la communauté des croyants. Et ils s'attaquent, à partir du djihad,
il s'attaque à tous les musulmans qui refusent d'enseigner le djihad armé, dans la violence. Il s'attaque à tous les musulmans qui refusent de contribuer à l'effort de la guerre. Vous avez appris aussi qu'au mois de mai, on a tué l'imam de la mosquée de Beni, deux imams d'ailleurs, un à Beni et l'autre à Mavivi. Et on a tué le militaire, le FARDC, à qui on avait sollicité, auprès de qui on avait sollicité de tuer l'imam. Comme il a refusé, ces militaires et musulmans, on l'a tué. Donc, ils mènent deux sortes de guerres. Ils mènent la guerre au sein de l'islam, qu'on appelle fitna, c'est-à-dire tous ceux des musulmans qui ne collaborent pas à l'avènement d'un État islamique, ils sont combattus au sein de l'islam. Et vous avez les djihad pour convertir les disons les kafris, c'est-à-dire les mécréants, les chrétiens, les païens, tous ceux qui ne croient pas. Voilà en bref ce qui s'est passé dans la région de Beni. Malheureusement, les Occidentaux, à la tête de qui la MONUSCO refuse complètement de reconnaître que ce qui se passe à Beni est du djihad et du terrorisme. Dans cette guerre de Beni, nous avons plus ou moins 2000 militaires FARDC qui sont morts au front. Et nous avons des populations civiles que nous ne pouvons pas compter. Nous avons des cases incendiées, des embuscades qu'on tend à tout moment. Et les orateurs ici ont parlé de la guerre asymétrique. Bref, notre armée fait face à une guerre asymétrique parce que dans la guerre asymétrique, ce qui compte, c'est la ruse. Les nerfs de la guerre, dans la guerre asymétrique, ce n'est pas l'argent, c'est la ruse. Et cette guerre s'est passée en pleine forêt équatoriale, en plein parc de Virunga. Et ils abandonnent les positions militaires pour venir attaquer la population. Le professeur Kamandala dit, le terrorisme, c'est d'abord un effet psychologique. Amener la terreur au niveau de la population, pour que la population adhère, montrer que le gouvernement ne peut pas vous protéger et venez avec nous. Donc voilà rapidement, parce que toutes les définitions ont été données, et j'ajoute juste un mot, que parmi les difficultés pour définir le terrorisme, c'est aussi parce que le terroriste ne se reconnaît pas terroriste. Le terroriste, c'est un altruiste. Lui est là pour combattre pour la cause des autres, des opprimés, des pauvres, des misérables. Donc les terroristes ne se reconnaissent pas terroristes, et ce qui complique aussi la définition. Les terroristes ne portent pas d'uniforme, alors que dans la définition du militaire, l'uniforme fait partie de la définition, et ça complique toutes les opérations. Est-ce qu'il y a un terrorisme islamiste à Beni? Nous disons oui. Est-ce que c'est une menace pour la République démocratique du Congo? Peut-être nous allons répondre avec vous. Nous avons un petit documentaire que nous avons monté de juste 5 minutes. Je demande que vous puissiez balancer cela. Là, nous sommes à Madina. Donc, Madina, c'est à Beni. Là, nous sommes devant les 15 Tanzaniens tués à la Semoli. Dernièrement, l'embuscade entre Beni et Komanda. Là, vous avez des djihadistes qui comparaissent devant la cour militaire opérationnelle. C'est une armoire à clous où on met ceux qui ne respectent pas la charia. On vous met dans cette armoire et puis on vous bouscule, les clous vous entrent et vous mourrez. Là, il est en train de prêcher. Nous sommes toujours au quartier général Madina. Et vous voyez des enfants. Wana jazba na presha ya dini, hawataki kusoma dini. Baada ya kusoma dini na kuelewa dini, etape ya pili ni kufanya juhudi ya kuishi dini. Leo mtu anaweza akasoma dini lakini asiishi dini. Voilà, c'est ça leur nom, Madina Attawed Wal Mujahideen. Our nation fighting for
a tué des gens, on les a trouvés avec des tenues militaires FARDC. Les djihadistes ont besoin plus des jeunes, des enfants, parce qu'ils peuvent facilement laver leur cerveau que des vieux comme nous. Alors il faut aussi noter que les arts martiaux constituent, c'est parmi les grandes actions, parce que le matin ils font l'étude coranique, le madrasa, après ils font les exercices militaires, mais aussi avec le kung fu, parce qu'ils sont formés au combat au corps à corps. Alors, lorsque les FARDC sont au front, ils rencontrent des enfants comme ça. La MONUSCO dit non, droits de l'homme, les militaires FARDC ne respectent pas les droits de l'homme parce qu'ils tuent des civils. Or, ce sont des djihadistes, ce sont des combattants, ils se nomment aujourd'hui des soldats du califat. Bon, vous comprenez la difficulté que nos militaires éprouvent quand ils sont au front face à cette guerre asymétrique. Et nous sommes en plein parc. Donc, espace, c'est pratiquement, le véhicule ne peut pas arriver là-bas. Ils arrivent par vélo, par moto, à pied. Là, vous avez le général qui découvre le bunker parce qu'ils ont construit des bunkers. Vous avez d'abord le général Chico et puis le général Mbango. Lorsqu'il y a des bombardements, ils entrent dans ces trous-là. Ils peuvent rester 50 dans le même trou. Alors là, les FARDC ont découvert le trou. Et vous voyez qu'à côté des FARDC, nous avons des militaires de la MONUSCO, les casques bleus. Et ces casques bleus vous disent qu'il n'y a pas de terrorisme au Congo. Alors qu'ils voient, ils sont là, vous les voyez d'ailleurs. Ça, c'est le général Mbango. À côté du général Mbango, vous allez voir un casque bleu de la FIB. Voilà, le chapeau est là, casque bleu. Donc, ils filment avec nous, mais ils vous disent non, il n'y a pas de terrorisme en RD Congo. Et vous comprenez que c'est finalement le plan de la balkanisation qui est mis en jeu, qui est mis en exécution. Donc, les militaires récupèrent ces bunkers, la MONUSCO vient, mais la MONUSCO dit non, non, nous ne sommes pas convaincus que ce qui se passe en RD Congo, c'est du terrorisme. Et comme le professeur Kamanda dit, comme c'est difficile de définir le terrorisme, et nous, le peuple congolais, qui ne nous intéressons pas à ce qui se passe là-bas, nous disons que notre armée est faible, notre armée est corrompue, notre armée ne peut rien faire. Si la MONUSCO part, le pays est parti. Non. L'armée se bat, mais l'armée est face à un ennemi indescriptible. Voilà ce que je voulais vous présenter. Il y a beaucoup d'images, mais j'ai choisi seulement celle-là où vous avez des enfants. Je vous remercie et je vous mets à votre disposition. Merci pour votre intervention illustrée. Les gens ont vu. Cher auditoire, comme je vous disais, nous sommes maintenant dans la deuxième phase des faits. Les gens qui sont sur le terrain, l'un à ma gauche, l'autre à ma droite. Nous allons passer la parole au deuxième. Il s'agit de M. Idriss Katenga. M. Idriss est linguiste de formation. Il est aussi expert électoral qui a dirigé beaucoup de réseaux. Et il a été élu membre du staff du réseau d'appui aux élections dans les pays de la SADC. Nous avons convié à cette conférence
au titre de secrétaire général honoraire de la communauté islamique en RDC. Depuis plusieurs décennies, que la partie est de la République démocratique du Congo est en proie à des tueries de toutes sortes. Au départ, il y avait d'abord les LRA, l'armée de résistance du Seigneur, une organisation rebelle ougandaise qui a commencé à écumer la région. Et puis la région a connu successivement plusieurs guerres. D'abord la guerre de l'AFDEL, les différents rassemblements RCD, il y a eu le CNDP, il y a eu le M23. Mais chaque fois, en période d'accalmie, les ADF ont commencé à se manifester progressivement. Je suis content que mon frère Nikez ait mentionné que les ADF ne se reconnaissent plus comme ADF aujourd'hui, parce que c'est une idée qui est venue des hommes pour servir une cause. Et dès lors que les géniteurs de l'idée ont constaté qu'elle ne peut plus charrier le message qui doit passer, naturellement, il faut réformer l'idée. Maintenant, on parle d'autre chose. C'est comme ça qu'à la suite des manifestations des ADF, comme on a dit, nous avons commencé à observer sur la toile, sur Internet, des images de personnes se réclamant du djihad. Et chaque fois, quand ils prenaient parole, il y avait comme une musique, comme un refrain agréable, de Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Et tout Congolais qui apprend ça, et même à travers le monde, quand on dit Allah Akbar, on se dit voilà, nous avons affaire à des musulmans. Alors, le terrorisme islamiste est-il dans nos murs? C'est le sujet que je vais développer. Naturellement, mon point de vue sera celui d'abord d'un citoyen congolais, d'un musulman en surcroît, membre d'une communauté intéressée. Je ne vous dirai pas que je ne suis pas intéressé. Une communauté intéressée, maintes fois interpellée et même accusée, parce qu'on a dit ici que l'islam promeut le terrorisme, mais également, au comble du paradoxe, l'une des cibles de choix de la folie meurtrière du terrorisme en RDC. Heureusement que ma posture dénuée de neutralité, parce que j'avoue que je ne suis pas neutre, ne pourra en rien porter nuisance à la rigueur scientifique dans les échanges, étant donné qu'en islam, il n'y a pas de barrière étanche entre les évidences scientifiques et les enseignements religieux authentiques. Dans cette contribution, je vais aborder rapidement, mais brièvement, le sujet en 5 petits points. Après cette introduction, je vais tour à tour parler du terrorisme, du djihad, du djihadisme, et en guise de conclusion, je vais tenter de répondre à la question sur la présence ou non des djihadistes en République démocratique du Congo. Je vous fais l'économie de parler du terrorisme, parce que je partage parfaitement tout ce qui a été dit par mes prédécesseurs sur le terrorisme. Donc je passe cette question et j'aborde directement la question du djihad. En islam, le djihad est le nom donné à tout effort. Parce que je crois que si nous voulons informer correctement, nous devons commencer par nous approprier les mots. En islam, le djihad, c'est tout effort, toute peine que vous vous donnez, toute endurance que chaque musulman fournit afin de gagner l'agrément de Dieu. Tout ce que j'ai fait, moi, pour gagner l'agrément auprès du Dieu créateur, c'est ça le djihad en islam. J'ai pris 5 fois par semaine, par jour, chaque jour. Que je sois fatigué ou non, malade ou non, affamé ou non, ou en voyage ou non, je dois prier 5. C'est un effort, ce n'est pas facile. J'ai accompli le djihad. Voilà l'essence du djihad. Ainsi, le concept djihad
inclut l'effort fourni pour asservir, pour maîtriser son moi charnel. L'effort qu'elle enseigne. Par exemple, maintenant que nous sommes en train d'éclairer la question du djihad, moi je suis en train de faire le djihad, le vrai djihad en islam, parce que je suis en train d'essayer d'éclairer ce qui doit être éclairé. Il y a lieu de noter également que le djihad peut parfois prendre la forme d'une lutte armée. Ah, voilà. Donc le djihad peut prendre la forme d'une lutte armée. À quel moment? Lorsque les musulmans sont attaqués ou sont sous la menace d'une attaque imminente. Dans le langage courant, ça s'appelle la légitime défense. Est-ce qu'il y a dans la salle les gens qui peuvent accepter? Parce que je sais qu'il y a très peu de musulmans ici. Est-ce qu'il y a les gens qui peuvent accepter qu'on vienne vous attaquer et vous ne réagissez pas? Alors, si vous réagissez à quelqu'un qui vient vous attaquer, vous avez fait le djihad, ça au sens islamique du mot. Il est ainsi permis et acceptable pour les musulmans de réagir contre l'évasion de leur pays. Tous, vous avez parlé du colonel Mamadou Ndala. Il a été tué par qui à l'Est? Le général Mamadou Ndala, c'était un musulman. Il sait qu'un musulman ne peut pas accepter que son pays soit envahi et attaqué. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le colonel Mamadou Ndala dans la salle? Il a réagi comme musulman, parce qu'un musulman doit réagir lorsque son pays est attaqué. Et c'est ça le djihad armé chez les musulmans. Donc nous réagissons lorsque le pays est envahi contre l'exploitation ou l'oppression. L'islam ne tolère pas de vivre sous l'oppression. J'ai apprécié le professeur quand il a donné l'exemple d'Israël et de la Palestine. Quand un Palestinien a jeté une pierre à un juif, il est terroriste. Mais quand un juge peut tirer sur un Palestinien, même si c'est un enfant ou un vieillard, il a le droit de se défendre. Ça, c'est l'oppression. Mais je vous dis que la dimension armée est autorisée en islam, et je vous ai dit dans quel cas. Mais le Coran ne prescrit pas cette guerre n'importe comment. Le Coran fixe les règles. Et quelles sont ces règles? D'abord, le Coran impose de bien traiter l'ennemi, de s'interdire la torture, de respecter les morts, même du camp adverse, de ne pas attaquer les civils et les innocents, les femmes et les vieillards, ne pas viser les musulmans. Monsieur Niquez vous a dit ici que les victimes, parmi les victimes à l'Est, il y a beaucoup de musulmans. Eh bien, le Coran vous dit il ne faut pas tuer, il interdit à un musulman de tuer le musulman. Le Coran autorise même d'apporter de l'aide aux adversaires. Et puis, le Coran prescrit la guerre, même là où elle est autorisée, comme dernier recours. Avez-vous essayé tout ce qui pouvait amener la solution au problème? Vous n'avez pas obtenu pour recourir à la guerre. Je vous dis qu'en observant tout ce que je vous dis ici, la plupart des guerres menées par les musulmans sont des guerres de défense. Même là où vous apprenez, on vous parle de Daesh. Je ne justifie pas les actes terroristes. On vous parle de Daesh, on vous parle d'Al-Qaïda. La plupart du temps, ce sont des guerres de défense. Est-ce que Daesh a existé avant l'évasion de l'Irak par l'armée américaine? Est-ce que Daesh a existé avant l'évasion de l'Irak par l'armée américaine? Daesh n'a pas existé. Et je peux vous donner des exemples. Aujourd'hui, en dehors du cas que le professeur a donné, de l'Azawad, la région de Azawad, qui est une prétention à l'autodétermination, comme cela arrive partout. En Italie, le Pays basque est en train de chercher, c'est plutôt en Espagne. En Espagne, le Pays basque fait recours même à des actes de violence
pour obtenir et c'est partout. Partout. Est-ce qu'il y a un musulman derrière? Voilà. Alors en RDC, les tueurs n'ont aucune considération ni pour la vie des victimes, ne s'empêchent pas d'exercer la torture et ils violent tout ce qui est là. Et c'est là où nous autres musulmans nous disons, est-ce qu'il y a du djihad? Ce qui se passe à l'Est, c'est le djihad. Maintenant, il y a le djihad et le djihadisme. Pour parler du djihadisme, je vais vous dire d'abord qu'en islam, il n'y a pas de isme. Tous les mots là où vous entendez isme, islamisme, djihadisme, ça n'existe pas en islam. Pourquoi? Parce que ce sont des doctrines humaines. Quand vous avez des ismes, c'est soit des idéologies, soit des doctrines. Et des doctrines et des idéologies comme œuvres humaines sont toujours élaborées pour l'intérêt de la personne qui élabore. Et c'est donc des créations imparfaites. Mais je ne peux pas, je dois être honnête avec vous pour dire que certains musulmans, les juristes disent qu'il n'y a pas d'action sans intérêt. Alors, et l'objectif donc d'éliminer ces influences, c'est d'établir une gouvernance véritablement islamiste fondée sur la charia. Mais le même chercheur Brachman relève tout de suite que ce terme est maladroit. Lui-même, il reconnaît que le terme de djihadisme est maladroit et controversé parce qu'il vient du mot djihad, qui pour la plupart des musulmans renvoie à un travail spirituel sur soi-même et se trouve ainsi un des fondements d'une vie pieuse. Je vous ai dit ici ce que signifie le djihad pour moi. Et si je baisse la garde, je commence à m'écarter. Mais je vous ai dit ce que j'ai fait. J'ai pris 5 fois par jour. J'observe les jeûnes de Ramadan pendant 30 jours, ne mangeant rien, ne buvant rien, de l'aube jusqu'au crépuscule. C'est un effort, c'est ça le djihad. En réalité, le djihad, le véritable djihad, est tourné vers moi-même. Et le principe du djihad et du djihadisme est qu'il existe un complot pour détruire l'islam. Vous avez vu? Au départ, les djihadistes et les terroristes, ils disent qu'il existe un complot pour détruire l'islam et que les pays conspirateurs sont les pays chrétiens, les croisés, leurs alliés juifs et sionistes d'Israël, mais ils ajoutent même les chiites. J'ai entendu quelqu'un qui a dit dans la salle ici que parmi les financiers, les grands bailleurs de fonds pour le financement du terrorisme, c'est des chiites. Non, je vous dis, renseignez. Nous avons affaire ici, nous sommes ici au sommet de la recherche et de la science. Non, non, qu'est-ce que non? Je vais répondre à la question, est-ce que le djihadisme est dans nos murs? Le djihadisme, ça signifie tout simplement le terrorisme islamiste. Bon, moi, je vais vous laisser répondre à cette question. Mais je vous convie à une petite réflexion rapide, comme ça, ensemble, nous allons répondre. À la lumière des événements tragiques qui frappent sa partie Est, nul doute que la RDC subit de plein fouet les affres du terrorisme. Là, je suis d'accord avec tous les intervenants et avec vous que notre pays est frappé par le terrorisme dans sa partie Est. Cela est indéniable. Mais quel terrorisme? C'est ça le problème. Parce que tout terrorisme n'est pas islamiste. Tout terrorisme n'est pas djihadiste. Parce que nous devons faire attention à créer un phénomène que nous ne saurons pas gérer. Nous avons de petits mouvements rebelles qui sont en train de prendre de l'ampleur chez nous. Nous sommes incapables de les juguler. Or, tout ce que nous faisons, tous les discours que nous entendons, constituent des appels des pieds vers les djihadistes. Si déjà les États-Unis, l'Occident, n'ont pas pu juguler le terrorisme, le vrai terrorisme islamiste jusqu'à aujourd'hui, qui va le faire en RDC? La question, c'est de savoir si, comme il est dit, est plus accepté aujourd'hui, ce terrorisme est vraiment islamiste au regard de ses motivations. Nous avons dit qu'il n'y a pas de motivation, telle que nous avons parlé ici.
et dans le sens indiqué par Jared Brashman, nettoyer les territoires traditionnels musulmans sous l'influence chrétienne pour y installer la charia. Mais il y a aussi des pratiques courantes de ces bandes d'exterminateurs. Les pratiques, même si vous n'êtes pas musulman, mais vous avez quand même quelques informations sur les musulmans. Qu'est-ce qui se passe? Après chaque attaque à Beni, les assaillants, les ADF et les islamistes, ils s'adonnent à des pillages, et particulièrement au pillage du bétail. Et quand ils pillent le bétail, la bête de prédilection, c'est le porc. Avez-vous déjà vu un musulman, vous, qui touche au porc? Maintenant, vous allez voir les soi-disant djihadistes, quand ils ont attaqué, ils pillent. Chacun avec son porc sur le dos et il s'en va. Ils pillent même toutes les distilleries artisanales qui fabriquent les boissons frélatées, ici, de l'alcool fort. Ils amènent. Et puis après, ils se retrouvent, ils font la fête avec la viande de porc et avec l'alcool. C'est pour cela que nous on dit, mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. Bien plus, les tueurs de Beni d'ici volontiers la propagande via Internet. On les voit parfois promettant en arabe la mort à tous ceux qui ne veulent pas les suivre. Mais quand ils s'arrêtent pour prier, ces gens-là, quand ils s'arrêtent pour prier, ils oublient de se débarrasser de leurs bottes de combattants. Un musulman, il est comme les Kimbanguistes. Quand il va prier, il enlève les chaussures. Mais nos soi-disant djihadistes de l'Est, ils ne se débarrassent pas de leurs chaussures. Mais bien plus. En dehors des efforts, parce que je dois terminer, bien plus. Vous allez voir qu'en dehors des efforts de clarification comme celui-ci, les précisions ne viennent pas. Je vous ai dit que nous avons un avocat qui défend ces soi-disant terroristes. Nous avons connu des condamnations dans la communauté islamique. De quoi on condamne? Pour quel fait? Cheikh Sédé avait été condamné par un tribunal de Goma pour avoir enseigné le tawhid. Je crois que c'est mon frère Nikez qui est revenu sur la même chose. Il a épinglé le tawhid. Je vais vous dire ce que ça signifie. Et il a défini d'ailleurs lui-même, il a dit l'unicité de Dieu. Effectivement, les musulmans croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là n'est associé à qui que ce soit. Toutes les personnes qui sont à Paris pour nous, c'était à différentes époques. Ce sont de ces envoyés. Vous parlez de Moïse, d'Abraham, de Jésus, jusqu'au dernier, Mohammed. Ce sont des envoyés. Mais Dieu est seul et il n'a pas d'associé. Mais vous autres, chers compatriotes, tels que vous êtes là, vous croyez en l'existence de combien de dieux? Vous croyez en l'existence de combien de dieux? Vous êtes tous djihadistes. Puisque si vous croyez en l'existence de l'unicité de Dieu, vous êtes djihadistes. Alors, eu égard à ces considérations, il y a lieu de craindre que les discours islamistes ne soient... Alors maintenant, je termine en vous disant que nous devons tous faire attention. Il ne faut pas que les discours islamistes soient un leurre, quelque chose, un voile pour masquer la réalité des choses, de ce qui se passe à l'Est. Zambi wakatunanga wakatupesha bubanshi bwose kwa panshi kwa mwisho mwa blobe